Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Le changement climatique au cœur de toutes les préoccupations, une urgence mondiale face à laquelle le Maroc se mobilise depuis déjà plusieurs années. Une politique volontariste impulsée sous le leadership royal pour une transition énergétique verte et une neutralité carbone d'ici 2050. Marrakech à l'heure de la 6e édition du Congrès national des juniors entreprises, un conclave qui réunit des jeunes porteurs de projets et start-upers du Maroc et d'ailleurs. Ils viennent partager leur expérience et débattre de l'actualité du monde entrepreneurial. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, le rappel de l'activité royale qui a marqué la semaine qui s'achève. Lundi dernier, Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, de son Altesse le prince Moulay Ahmed et de son Altesse le prince Moulay Ismaïl. Le souverain a accompli la prière de Aïd al-Adha béni à la mosquée Hassan II à Tétouan. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Par la suite, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a procédé au rituel du sacrifice, suivant cela la tradition du prophète Sidna Mohamed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Sur ce, le imam de la mosquée a procédé à l'immolation du deuxième mouton. Sa Majesté le roi a ensuite regagné le palais royal où Amir al-Mu'minin a reçu les vœux de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires. Place à présent à notre décryptage hebdomadaire de l'actualité et c'est avec notre consultant Mustafa Shimi, professeur de droit et politologue. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Une semaine marquée par la lettre adressée par Sa Majesté le roi Mohammed VI au chef du gouvernement. Le souverain y a donné ses hautes instructions pour que les résultats du prochain recensement général de la population et de l'habitat soient traités, analysés de manière diligente pour en faire un outil structurant des politiques publiques à l'échelle nationale et locale. Que retient-on de la lettre royale? C'est d'abord une grande opération que le recensement national. C'est le 7e recensement depuis l'indépendance. C'est une grande opération qui requiert un certain nombre de prérequis organisationnels. Il faut rappeler qu'il y a 55 000 enquêteurs qui ont été formés par le HCP, d'abord en distanciel, puis en présentiel, avec d'ailleurs un certain nombre de contraintes de travail, de protocoles, notamment le respect de la confidentialité des éléments qu'ils vont recueillir dans les foyers. Maintenant, la lettre royale est une lettre d'orientation, de cadrage adressée au chef du gouvernement, mais qui se décline évidemment à d'autres niveaux. Pourquoi un recensement? Il s'agit de voir quel est l'état de la société, c'est-à-dire l'évolution socio-économique, également l'évolution démographique, et puis également de s'intéresser à l'anticipation des besoins à venir, parce que quand on a les données, on peut savoir quelles sont les progressions possibles dans les années à venir, et puis ça va aider à élaborer des politiques publiques appropriées. C'est donc un outil important de planification, et des orientations intéressent également le département de l'Intérieur et le HCP pour que cette organisation opérationnelle soit optimale. Ça intéresse également
évidemment les citoyens, puisqu'il faut que les citoyens donc fassent montre de l'esprit de coopération et de participation. Enfin, vous l'avez dit, il faut que toutes ces données-là qui sont importantes soient traitées dans les meilleurs délais pour permettre leur exploitation, leur traduction dans les politiques publiques. Et sur le plan diplomatique, la semaine qui s'achève a été marquée par un grand élan de soutien à l'intégrité territoriale du Royaume lors de la session ordinaire du comité des 24 de l'ONU. Plusieurs pays ont réitéré leur soutien à l'initiative marocaine d'autonomie et à la souveraineté du Royaume sur son Sahara. Que dit cette dynamique constante sur ce chapitre ? C'est une dynamique constante de la diplomatie marocaine qui traduit bien la capitalisation d'un certain nombre d'avancées qui sont connues. Des avancées au niveau africain, évidemment, des avancées dans d'autres latitudes géographiques, et puis au sein des Nations Unies, il y a 107 États qui reconnaissent formellement donc la marocanité des provinces sahariennes et qui apportent leur soutien au plan d'autonomie déposé par le Royaume en avril 2007 et continuellement consacré par toutes les résolutions du Conseil de sécurité. Il faut dire aussi que lors de ce débat du C24, c'est le comité dit de décolonisation qui comprend maintenant 29 membres au lieu de 24 auparavant. Il y a eu donc un certain nombre de prises de position majoritaires de pays d'Afrique, de pays du Conseil de coopération du Golfe, et les uns et les autres ont insisté sur évidemment la prévalence et la prééminence du plan d'autonomie, sur le fait que le Maroc respectait totalement le cessez-le-feu et qu'il apportait sa coopération entière à la MINURSO, ce qui n'est pas le cas du mouvement séparatiste, vous savez, qui par ailleurs a dénoncé le cessez-le-feu en novembre 2020. C'est extrêmement grave, en violation d'ailleurs des résolutions du Conseil de sécurité. Et puis, tous ces pays ont insisté sur le fait qu'il fallait réactualiser, reprendre le processus de négociation. Sur quelle base? La base des tables rondes, la base des 4 parties, Maroc, Algérie, Mauritanie, mouvement séparatiste, et puis l'appui total donc à l'émissaire personnel Staffan de Mistura, qui appelait donc à reprendre ce processus-là, donc des positions diplomatiques marocaines confortées par les travaux de ce C24. Et pas plus tard qu'hier, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, a procédé à New York avec son homologue des États-Unis au lancement du groupe des Amis sur l'intelligence artificielle pour le développement durable. Une initiative qui définit un consensus mondial sur l'intelligence artificielle pour soutenir le développement durable. Dans quel contexte s'inscrit cette initiative et quelle sera sa portée? C'est d'abord un nouveau périmètre de la diplomatie marocaine, c'est-à-dire prendre en charge la problématique de l'intelligence artificielle. Ce groupe des amis de l'intelligence artificielle pour le développement durable, il est coprésidé par qui? Par le Maroc et les États-Unis. C'est important à relever, ça n'est pas négligeable que ce soit le Maroc avec la première puissance mondiale. Un travail en amont a été fait par le Maroc. Il faut rappeler qu'il y a quelques mois, s'est tenu donc au Maroc le premier forum africain sur l'intelligence artificielle. Donc il y a une préparation qui s'est faite, une maturation. Et sur ce plan-là, ça consacre le fait que c'est une diplomatie qui porte ses fruits maintenant. Notre ambassadeur l'a dit d'ailleurs à New York. Il s'agit maintenant de faire quoi? De lancer une plateforme, également de préparer pour septembre 2024 le sommet de l'avenir et en juin 2025 le premier sommet mondial sur l'intelligence artificielle. Donc vous voyez que le succès appelle le succès et il y a là une dynamique intéressante. Et puis, il y a des enjeux politiques qui sont importants, c'est-à-dire qu'il fallait arriver à un consensus, c'est fait. Il fallait également arriver à un dialogue inclusif entre les pays. Le Maroc s'est beaucoup démené à cet égard. Et puis surtout, le Maroc s'est présenté comme la voix de l'Afrique et des pays émergents pour faire aboutir à cette solution, c'est-à-dire une gouvernance mondiale de la régulation de l'intelligence artificielle. Professeur Moustapha Shehmi, je vous remercie pour cet éclairage. Merci à vous. Ces dernières 24 heures, le thermomètre a atteint des pics. Des records de température ont même été relevés dans plusieurs régions du Royaume. Des températures dépassant parfois les 40 degrés.
C'est le cas sur ces images qui nous viennent de Marrakech où le mercure semble s'affoler pour dépasser les 41 degrés. Une vague de chaleur exceptionnellement intense qui se poursuivra jusqu'à demain. Et cette canicule qui frappe de plein fouet les 4 coins du monde est une des conséquences directes du réchauffement climatique, un fléau mondial. Chez nous, les questions de l'adaptation au changement climatique sont plus que jamais d'actualité. Le Maroc est d'ailleurs fortement engagé dans une transition vers les énergies propres. Youssoum Ziani, Nawal Gourari et Iman Ablou. Combien d'autres pays d'Afrique, le Maroc est touché de plein fouet par les effets du réchauffement climatique. Bien que faiblement émetteur de gaz à effet de serre, il reste vulnérable au changement climatique et des plus touchés par le stress hydrique et la pénurie d'eau. Pour renverser la vapeur, le royaume ne ménage aucun effort, des efforts fructueux. Désormais, il est classé au 6e rang mondial en matière de protection du climat et s'érige en tant que leader à l'échelle arabe et africaine. Selon le rapport de Sea World pour 2024, aucun autre pays n'a obtenu de très bons résultats dans 4 catégories clés. Les émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables, l'utilisation d'énergie et la politique climatique. En effet, depuis longtemps, le pays s'est engagé en faveur des énergies propres pour son futur marché national de l'énergie et l'objectif de faire en sorte que 52% de l'énergie nationale provienne des sources renouvelables d'ici 2030. Et face à la rareté des précipitations, des solutions ont été recherchées, telles que les autoroutes de l'eau pour relier les différents bassins hydrauliques et réservoirs et la mise en place d'usines de dessalement d'eau de mer. Un des piliers de cette stratégie, le développement bas carbone à l'horizon 2050 par la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles et le déploiement massif de l'énergie solaire et éolienne. Selon les projections, plus de 85% de l'électricité pourrait être produite à partir d'énergies renouvelables d'ici 2050. La décarbonation pourrait permettre au Maroc de devenir un exportateur d'énergie verte et d'hydrogène vert et d'en faire un pôle d'investissement et d'exportation industrielle vert, notamment vers l'Union européenne. La recherche scientifique demeure également un levier de renforcement de la résilience face au changement climatique. À tout cela s'ajoute une autre initiative et non des moindres, l'initiative AAA pour l'adaptation de l'agriculture africaine, lancée par le Maroc, en vue de renforcer la capacité des pays africains à faire face aux défis climatiques dans le secteur agricole, crucial pour la sécurité alimentaire du continent. Face à l'urgence climatique, le royaume figure donc parmi les pays modèles. Sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le pays déploie une politique environnementale ambitieuse et volontariste, dont les objectifs prévoient l'atteinte de la neutralité carbone en 2050, avec à la clé des investissements conséquents. Pour la période 2023-2027, le groupe OCP débloque 130 milliards de dirhams, 8,7 milliards de dirhams en 2024 pour l'Amazen, l'Agence marocaine de l'énergie durable. À l'international, plus de 100 millions d'Américains placés en alerte canicule ce week-end. Une dangereuse vague de chaleur à l'origine de températures exceptionnelles dans une grande partie des États-Unis, notamment dans la vallée de l'Ohio et le nord-est du pays. À Washington DC, le mercure dépasse les 37 degrés. C'est la première fois que la capitale américaine enregistre une telle température depuis 2012. À Gaza, pas de répit. De nouveaux bombardements israéliens ont été signalés dans ce territoire dévasté. Pendant ce temps, la pression monte en Israël. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier soir pour dénoncer la conduite de l'offensive par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et appelé au retour des otages encore retenus à Gaza. Retour chez nous et cap à présent sur Marrakech pour le coup d'envoi de la 6e édition du Congrès national des juniors entreprises marocaines. Rendez-vous annuel incontournable des juniors entrepreneurs. L'événement revient cette année sous le thème l'inclusion, la voie vers un Maroc sérieux et ambitieux. Un thème qui en dit long sur la vocation de ce conclave qui se veut une plateforme d'échange, de partage d'expériences et de découverte. Hassan Mskour et Zakaria Moukenbillah. Ils sont étudiants dans différentes branches universitaires ou jeunes entrepreneurs qui ont déjà fait leur premier pas dans l'entrepreneuriat.
À la 6e édition du Congrès national des juniors entreprises marocaines, ces jeunes passionnés ont l'opportunité d'entrer en contact avec des professionnels et des partenaires de divers horizons. Objectif, lancer leur start-up et étoffer leur réseau professionnel. Les étudiants aujourd'hui ayant le potentiel et la capacité de créer des entreprises et de travailler sur des sujets d'avenir et de se positionner sur des secteurs sur lesquels se positionne aujourd'hui le Maroc, et notamment dans le cadre de sa nouvelle stratégie de développement économique traduite dans le nouveau modèle de développement et dans la charte de l'investissement. Ce congrès-là, il est très important parce que ça reflète un petit peu toutes les initiatives de cette jeunesse qui constitue le futur du pays, avec tous les enjeux stratégiques que le Maroc est en train de préparer à horizon 2030, que ce soit dans les différents domaines, mais surtout nous en tant qu'OSIM sur la partie digitale aussi. Plateforme d'échange, de partage et de découverte, cet événement est placé sous le thème l'inclusion, la voie vers un Maroc sérieux et ambitieux. Une thématique choisie pour insister sur l'importance du sérieux et de l'ambition, en tant que pilier stratégique du développement socio-économique du royaume. Le choix de la thématique, l'inclusion vers un Maroc sérieux et ambitieux. Ici, on veut bien parler du sérieux des initiatives et des programmes lancés par l'écosystème entrepreneurial et économique, l'ambition du potentiel de la jeunesse marocaine avec toute la fraîcheur, toute la compétence et toutes les réalisations qui sont menées. L'inclusion économique et l'implication des jeunes sont au cœur des stratégies de développement du royaume. D'édition en édition, le Congrès national des juniors entreprises marocaines conforte son positionnement en tant que partenaire stratégique de l'entreprise, des institutions et de l'écosystème entrepreneurial au Maroc. Nous vous en parlions hier déjà, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 aura lieu au Maroc. Une 35e édition prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. La compétition de football la plus populaire et surtout la plus compétitive d'Afrique promet déjà. Une édition que le président de la Confédération africaine de football a d'ores et déjà qualifiée de la meilleure de l'histoire de cette compétition continentale. Raïma Bleuchi et Zakaria Moukrimbillah. Entre le Maroc et l'Afrique, des relations séculaires ancrées dans l'histoire. L'organisation par le Royaume de la 35e édition de la CAN offrira une grande opportunité pour l'illustrer. Pour le Royaume, le continent africain représente plus qu'une appartenance géographique ou des liens historiques. C'est la somme de liens humains et spirituels profonds tissés avec les peuples africains, des liens empreints de sentiments sincères d'affection et de considération. Le 27 septembre dernier, l'annonce par la CAF à l'unanimité de l'attribution de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Royaume a ouvert une nouvelle page pour le football national. L'organisation par le Maroc de la plus grande compétition footballistique continentale est bel et bien une nouvelle consécration pour le Royaume. Je suis sûr que la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc sera une édition très réussie et sera la meilleure de toute l'histoire de cette compétition. Le Royaume s'était déjà distingué par l'accueil de nombre de manifestations et d'événements footballistiques à caractère africain et international. À titre d'exemple, les finales de la Coupe du Monde des clubs en 2013, 2014 et 2022, la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux en 2018 et la Coupe d'Afrique féminine en 2022, en plus de la Ligue des champions africaine féminine et de la Coupe d'Afrique des Nations U23 en 2023. L'histoire et les réalisations du football national est un autre atout fort. L'exploit de l'équipe nationale au Mondial du Qatar, en atteignant les quarts de finale, a cristallisé l'image du pays comme l'une des grandes nations du football. Au niveau des infrastructures, le travail se poursuit d'une façon active pour la mise à niveau de 6 stades en vue de la Coupe d'Afrique des Nations et la construction des nouveaux stades pour accueillir la Coupe du Monde de 2030. L'atout touristique est non des moindres. Destination phare du tourisme international, le Royaume offre plusieurs avantages. Un climat tempéré, des traditions d'accueil séculaires et un savoir-faire éprouvé en art, patrimoine et culture, en plus d'infrastructures commerciales de haut niveau. Ce sont autant d'atouts pour l'organisation par le Maroc de la 35e édition de la CAN, qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Du tennis pour refermer ce journal, plus qu'une semaine avant le début du tournoi de Wimbledon, le seul des tournois du Grand Chelem qui se déroule sur gazon, et cela aussi bien du côté des dames que des messieurs. C'est donc l'heure des derniers ajustements pour performer sur une surface réputée très exigeante. Dominique Orlando.
C'est à Berlin, en Allemagne, que se sont retrouvées cette semaine les plus grandes joueuses actuelles du circuit WTA. Et c'est une épreuve quasiment incontournable pour peaufiner et parfaire leur jeu sur gazon avant l'arrivée du tournoi de Wimbledon. L'américaine Jessica Pegula, qui après avoir sorti en 2-7 très serrés sa compatriote et partenaire de double Coco Gauff la veille en demi-finale, est finalement venue à bout ce dimanche pour l'obtention du titre de la très coriace russe Anna Kalinskaya en 3-7 et 2 tie-break. Game, set, match Pegula. 2-6-1, 6-7, 6-4, 7-6. C'est le premier titre sur gazon pour l'américaine qui avait l'année dernière atteint les stades des quarts de finale à Wimbledon. Chez les messieurs, c'est également le tout premier titre sur gazon que vient de remporter l'Italien Yannick Sinner en finale du tournoi de Halle, toujours en Allemagne. Il a dû pour cela batailler 2 tie-breaks pour se débarrasser du redoutable joueur polonais Hubert Hurkacz. À 22 ans, l'Italien se positionne déjà comme l'un des joueurs à surveiller de très près pour l'obtention du titre à Wimbledon. Il sera autant favori que l'Espagnol Carlos Alcaraz, tenant du titre, et que le Serbe Novak Djokovic, qui n'a jamais aussi bien porté son surnom de Joker. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.